Comoriens qui ont été bloqués à Dubaï sont arrivés à Moroni ce jeudi à bord de l'avion Etihad. Bien des Comoriens ne prennent plus conscience de la maladie coronavirus. Les forces de l'ordre ont été déployées dans les rues de la capitale pour disperser la foule, mais en vain. Visite ce jeudi du président de la République, Azalia Soumani, à l'hôpital de Bambaoumtsanga en juin, chargé de l'accueil des patients souffrant de coronavirus. Je vous propose ces images d'Abdallah Haribou. Le président de la République a rendu visite les patients victimes du coronavirus après avoir remis officiellement des doses du Covid organique et de la chloroquine. Dans le même ordre et stratégie de lutte inclusive contre le coronavirus, le président de la République rassure aux médecins que le nerf de la guerre sera débloqué pour mettre fin à cette pandémie. Par l'expression « on va mettre la main dans la poche », sortie de la bouche du président de la République, pousse le corps médical fortement remercié par le président et le gouverneur qui montrent les choses au clair concernant l'évolution de la maladie en juin. Lors que l'épidémie est déclarée en juin, là, on doit revoir les stratégies. Donc ces stratégies comprennent deux volets. Il y a un volet curatif, c'est-à-dire un volet de prise en charge, un volet de traitement. Les malades qui ont été dépistés positifs, ils sont hospitalisés à l'hôpital, ils sont pris en charge. Mais il y a un volet qu'on appelle un volet communautaire, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui ont été hospitalisées ici, ces personnes-là, ils étaient en contact avec d'autres personnes. Ils étaient en contact avec d'autres personnes dans leur communauté, dans leur maison. Donc, chaque fois que le malade est entré à l'hôpital, ce malade-là, il nous dit avec qui il a été en contact étroit pendant les 10 premiers jours. Il nous dresse la liste. Et quand il nous dresse cette liste-là, qu'on appelle la liste des contacts avec le numéro de téléphone et les adresses, nous, on a au niveau des 7 districts d'Anjouan, au niveau des 7 districts sanitaires d'Anjouan, nous avons ce qu'on appelle des comités d'intervention rapide. La ministre de la Santé a lancé à son tour un message qui exige vigilance dans tous les volets. Ce que je peux donner comme conseil, déjà le personnel se mobilise. Vous avez déjà vu, vous étiez là. Il y a eu une très forte mobilisation du personnel de la santé, même les retraités. Parce que nous, en tant que ministère, on leur souhaite du courage. Un message qui exige vigilance dans tous les volets. ITV, ministre de la Santé. Il faut noter que 9 cas de coronavirus sont confirmés en Zouani. Le travail main dans la main entre tous les acteurs de l'île pourrait barrer la propagation de cet ennemi invisible. La lutte doit être inclusive, comme l'a souligné le président de la République. 3 Comoriens parmi ceux qui étaient bloqués à Dubaï pour cause de fermeture des frontières en cette période de crise sanitaire ont subi des tests de dépistage et sont déclarés positifs du Covid-19 et n'ont pas pu regagner Moroni. Par contre, les 57 autres testés négatifs sont bien arrivés au pays ce jeudi à bord d'un avion spécial de la compagnie Etihad. Ce cargo a transporté 7 tonnes de matériel médicaux, dont les médicaments, un don des Émirats arabes unis. Le chef de la diplomatie comorienne, Souef Mohamed Elamine, nous en dit plus. Nous avons été d'abord contactés par le député de Mayotte, Mansour Kamardine, et puis il a évoqué cette question pour savoir si le gouvernement comorien, qui avait l'intention de rapatrier ses ressortissants qui étaient bloqués à Dubaï, allait faciliter le retour de nos frères et sœurs de Mayotte. Puis cette requête a été appuyée par l'ambassadrice de France ici à Moroni et naturellement nous lui avons dit que nous allons faire de notre mieux pour que ces Mahorais soient rapatriés au même titre que les ressortissants de Moélie, d'Anjouan et de la Grande Comore. Et ça a été fait. Et il y aura une opération de transportement là tout de suite, ils vont partir à Mayotte. Nous remercions beaucoup de l'accueil et nous remercions en particulier le gouvernement comorien et à tous les élus qui ont participé à cet voyage qui nous a vraiment aidés. Pendant 2 mois, on était en train de monter à droite à gauche et nous remercions en particulier le gouvernement comorien, en particulier le président de la République,
et l'ambassadeur de Comores à Dubaï. Et là, nous on dit merci et merci et merci et longue vie à Monsieur le Président. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Agence française pour le développement AFD a réceptionné un don d'équipement de la Croix-Rouge française dédié au ministère de la Santé. Il s'agit de 6 000 masques chirurgicaux, 8 000 gants, 500 charlottes et 25 sacs mortuaires pour ne citer que ceux-là. Je vous propose de suivre les propos de la directrice de l'AFD pour plus de précision. Il s'agit juste d'une partie de l'appui de la France. La France intervient à travers divers établissements publics français, dont l'AFD, pour le sujet du développement. Et là, c'est une partie d'un fret qui est à travers un financement fait à la Croix-Rouge française, qui doit travailler avec le ministère de la Santé, les directions régionales de santé et le Croissant-Rouge comorien, bien sûr, qui est son partenaire naturel. Donc au-delà du fret qui est arrivé, il y a aussi des ressources humaines qui sont déjà déployées au niveau de chaque comité insulaire et pour aider à la coordination, pour aider à la mise en œuvre des activités de sensibilisation, de surveillance épidémiologique à base communautaire, etc. Je suis très transparente, il s'agit de 300 000 €, pas en matériel là aujourd'hui, 300 000 € en tout en financement, qui vont appuyer le système de santé comorien, une partie en matériel, une partie en ressources humaines, une partie en carburant pour aller faire la sensibilisation, une partie en formation, etc. etc. Donc cette partie c'est 300 000. Après l'AFD finance aussi la commission de l'océan Indien, la COI. Ce qui est arrivé hier ou avant-hier, la caméra thermique, plus beaucoup d'autres choses qui vont arriver, c'est d'une valeur de 1,5 million à peu près. Ça aussi c'est l'AFD qui le finance, c'est donc la France. La France a également reçu ces jours-ci par le centre de crise et également un privé a apporté aussi des dons en médicaments. Donc il y a divers canaux qui arrivent. Donc vous avez raison, c'est pas beaucoup ce qui arrive aujourd'hui, mais en tout cas ça servira quand même aux équipes qui sont en première ligne, qui n'ont pas toujours tout ce qu'il faut. C'est une donation de la France à travers la Croix-Rouge française pour le gouvernement comorien. Donc nous, le Croissant-Rouge, avec notre partenariat du mouvement international Croix-Rouge, nous participons juste pour cet accueil, tout simplement parce que d'abord nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics, donc nous accompagnons notre gouvernement dans la lutte contre cette maladie, mais aussi il y a une petite partie pour le Croissant-Rouge comorien, pour renforcer les activités du Croissant-Rouge comorien aussi dans l'accompagnement des médecins et des infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi dans la désinfection des foyers et des enterrements sécurisés. C'est une première partie. D'abord, sachez que ce n'est pas facile de pouvoir convoyer du matériel comme ça, parce que normalement le matériel devrait arriver avec un cargo le dimanche passé. On n'a pas pu avoir le cargo à cause d'une panne technique. Donc on était obligé de passer par Mayotte pour venir. Donc le convoyement du matériel, ce n'est pas quelque chose de facile, mais nous attendons un deuxième convoi. Il y a la Croix-Rouge française qui est là avec nous et qui déjà a donné des fonds, les fonds venant des bailleurs français comme l'AFD, et qui est en train déjà de soutenir avec des activités communautaires les directions régionales de la santé à travers le ministère de la Santé. Donc ce n'est pas la première, c'est-à-dire il y a déjà l'aide qui est là, la Croix-Rouge française qui est là déjà sur place avec nous, qui nous appuie, mais ça c'est du matériel qu'on avait besoin. Et la lutte contre la propagation du Covid-19 bat son plein depuis un bout de temps dans le pays. Il n'empêche que bon nombre de citoyens ne prennent pas toujours en compte le soin de se protéger contre ce fléau universel. Ce qui se passe au marché Volo en est une parfaite illustration. Je vous propose ces images tournées le mercredi 20 mai 2020 avec vous, Anliaou Ayouba et Salim Ali Ratiraka. Les images parlent d'elles-mêmes. Au marché Volo, les mesures de distanciation sociale
ne sont pas respectés. Cette immense foule en est une parfaite illustration de la situation. L'on constate également que beaucoup d'entre eux n'ont pas porté des masques. Le pays enregistre actuellement 34 cas de Covid-19. Malgré cela, certains ne croient toujours pas que la maladie est dans le pays. La population semble ne pas prendre conscience du danger lié à cette pandémie. La propagation du Covid-19 risque fort de refaire surface à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. C'est une journée de joie au même titre que la fête de l'indépendance. C'est une des principales fêtes des musulmans qui marque la fin des 30 jours de jeûne. Mais en cette période de crise sanitaire, il est d'une grande importance que les mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19 soient prises en compte par la population pour sauver ce qui peut l'être. La gendarmerie nationale a déployé ses agents pour empêcher les rassemblements, mais en vain. Je vous propose ce reportage de Mlemengu Yassine et Jaloud Rajab, le compte-rendu de Hadidja Oumouri. Les rues de la capitale sont prises d'assaut par la population à la recherche des vêtements et outils pour la fête musulmane. Les principales artères de Moroni sont méconnaissables. Elles sont boudées de monde, toutes catégories confondues. On a l'impression qu'on est en situation normale alors que plus d'une trentaine de personnes sont atteintes du coronavirus. Actuellement, les mesures barrières contre le coronavirus sont mises à l'écart. Partout, c'est du cafouillage. Les forces de l'ordre et la police municipale ont effectué ce jeudi une opération coup de poing à Moroni. Elle consistait à ramasser les vendeurs ambulants dans les rues de la capitale. Une scène qui a perduré vu la résistance des vendeurs à la sonnette. Dans les localités de Sambambodoni, Sima, Maweni et Itandamjini, les jeunes ont pris le taureau par les cornes pour non seulement se débarrasser de toutes sortes d'ordures, mais aussi sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de prendre en considération les mesures de prévention contre le coronavirus. Je vous propose ces images de Salim Ali Rassiraka. À Sima, dans la région d'Itsanda, il était question d'expliquer l'importance de porter son masque, le mélange de l'eau javelisée avec du savon avant usage et les mesures barrières de lutte contre la maladie. Une occasion pour la communauté de recevoir des outils de protection et équipements, une aide des commerçants de Sima. Chaque représentant d'un quartier a reçu sa part. Nous sommes réunis ici pour porter notre contribution à la population, pour barrer cette maladie. On a pris toutes les mesures nécessaires. On a des masques suffisants, on a des gels hydroalcooliques, on a des savons, mais aussi on a mis en place une commission des jeunes qui vont surveiller dans les quartiers, mais aussi dans les stationnements des voitures pour les personnes qui arrivent ou qui sortent, pour qu'ils nettoient les mains, qu'ils soient contrôlés. À Maweni, les jeunes des associations qui militent pour le développement ont entamé des opérations de propriété, histoire de lutter contre toutes sortes de maladies. 1 000 € ont été déboursés par les habitants, dont 700 €. La part de la diaspora et 300 € déboursés par l'association pour acheter les seaux, gel hydroalcoolique, masques et tout produit hygiénique. Épargner la localité de la contamination rapide du coronavirus, c'est le seul combat mené par les jeunes de Maweni-Itsanda. Ici à Maweni-Itsanda, on a pris l'initiative de mettre les seaux partout dans notre... partout là où il y a du monde. Et en plus, on a limité les visites des étrangers sans importance. On a fait en sorte que pendant l'association des gens aux places publiques, de s'asseoir à 1 mètre au moins avec les gens. Et en plus, on a pris l'initiative de mettre des gels hydrauliques dans les zones où il y a beaucoup de monde qui y reste. À Sambambodoni, les habitants ont pris en considération les mesures prises et se sont préparés en conséquence
en cas de confinement. Les jeunes se sont mobilisés pour des actions de nettoyage, se débarrasser de toutes sortes d'ordures, sensibiliser toutes les couches sociales afin de barrer la route à la pandémie. Nous avons pris l'initiative d'organiser une journée de nettoyage et de distribution de cache-nez, de mettre en place aussi des bidons dans les coins du village pour lutter contre le coronavirus. Tout le monde s'est mobilisé dans les quartiers pour nettoyer, pour se sensibiliser eux-mêmes, pour lutter contre cette pandémie. On a commencé par la fabrication des cache-nez. Plus de 1000 cache-nez sont disponibles. On a un atelier de couture qui est là, qui fabrique ces cache-nez, avec des tissus à l'initiative du village. Aïssa Damdjini, l'association des jeunes de cette ville résidant en France, a apporté sa contribution pour la lutte contre la pandémie. 12 quartiers de cette localité ont bénéficié des seaux et produits désinfectants dans le but d'inciter la population de se laver les mains régulièrement, bref, respecter les mesures barrières. Cette association et le diaspora ont collecté un fonds qui regroupe à peu près, ils ont collecté à peu près 6 049 euros. Et avec ces 6 049 euros, on a pu acheter 70 seaux, comme vous voyez, également des savons. On va fabriquer des masques qu'on va distribuer dans les ménages dans les jours à venir. Également, on a prévu distribuer, ravitailler dans les 12 quartiers d'Istan Ramdjili. Dans chaque quartier, trouver une citerne pour remplir 8 mètres cubes d'eau. Nous demandons que chacun de nous prenne ses responsabilités afin qu'on puisse lutter contre cette pandémie. À Anjouan, le téléenseignement initié par le ministère de l'Éducation nationale afin de sauver l'année scolaire 2019-2020 est apprécié par bon nombre des élèves, mais le manque d'électricité reste toujours un problème. Je vous propose ce reportage de Annie Hamadi et Ayatollah Mahmoud. Un seul problème se pose partout aux 4 coins de l'île d'Anjouan. Dès les stages répétitifs dans certaines zones, la radio n'est pas accessible à tout le monde. Professeur, que vous avez lancé des cours sur OTC, je suis là à vous dire que la majorité des élèves n'arrivent pas à l'école à cause du coupure du courant. D'autres qui n'ont pas la télé et qui ne trouvent pas la chaîne à la radio, comment nous allons faire pour les suivre? Oui, on suit les cours télévisés. Même hier, on a su les cours télévisés, surtout la science. Vu que c'est ma matière de base, mais vu qu'il y a le problème de l'électricité, on n'arrive pas du tout à suivre les cours régulièrement comme il faut. Malgré tous ces aléas, les élèves peuvent s'y intéresser. Je trouve que c'est des bons cours. J'ai participé, j'ai vu un cours de physique. J'ai soutenu jusqu'à la fin, mais c'était dur de prendre les explications et comprendre en même temps. Et il n'y a pas de temps de pause, j'ai été obligé d'improviser et enregistrer à côté au moins pour revoir la scène. Moi, ça serait bien de le suivre parce que c'est un avantage pour nous en tant que des terminalistes qui vont passer le bac cette année, Inch'Allah, de suivre ces cours préparatoires pour le bac, l'examen. Et ces cours vont aussi nous aider à bien maintenir notre niveau et à ne pas oublier ce qu'on a étudié dans les 2 trimestres précédents. Qui ont eu cette idée, je les remercie vraiment. Je dis aussi à nos collègues de la classe de terminale de ne pas baisser les bras, d'avoir le courage d'ouvrir les cahiers, au moins faire un exercice de physique ou de sciences ou de mathématiques, un seul exercice par jour. L'initiative peut être appuyée par des cours en ligne. Le ministère de l'Éducation a fourni des matériels afin de faciliter l'apprentissage en ligne. La cérémonie a eu lieu à l'Inspection générale de l'Éducation nationale. Les élèves ne peuvent pas rester comme ça. Ils doivent quand même
faire quelque chose à la maison. Et ça permet aux élèves de ne pas oublier ce qu'ils ont fait à l'école. On peut utiliser des cours à partir de l'enregistrement audiovisuel, soit on peut faire l'enseignement en live, soit on peut rester à la maison et jouer avec l'Excel, le Word et le PDL pour dispenser ces cours-là. Donc certaines, soit s'ils ne sont pas prêts à dispenser ces cours sur l'Internet, ils peuvent aller directement en live, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi rester aussi à la maison et enregistrer. Actuellement, qu'ils soient à la radio ou télé, même au ministère, la priorité reste les élèves qui préparent les examens de fin d'année. Et nous informons aux élèves que les cours sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de l'ORTC. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Aboudou, a tenu ce mercredi une conférence. Au cours de cette rencontre, 2 points essentiels sont à retenir: l'accord de financement du projet intégré au développement des chaînes de valeur de compétitivité PIDC et le rapport de la commission de production de l'équipement et de l'environnement. Je vous propose de le suivre. La première loi consistait effectivement à donner le feu vert au président de la République à ratifier l'accord de Nagoya. L'accord de Nagoya, c'est quoi? L'accord de Nagoya, c'est une loi qui consiste effectivement à faire en sorte que nos ressources génétiques ne soient pas exploitées de manière anarchique. Et donc, cette loi a fait objet effectivement d'un premier travail en commission, et puis aujourd'hui, elle a été votée presque à l'unanimité par les députés. Une deuxième loi consiste à financer un projet intégré des chaînes de valeur au niveau de l'agriculture, pêche et tourisme. Et donc, vous comprenez que des pays du monde ne peuvent se développer sans l'agriculture, la pêche et notre environnement. Et donc là, j'ai eu cette occasion justement pour dire que merci à tous les députés qui ont participé au débat depuis en commission jusqu'en plénière et que la loi a été votée également à l'unanimité et voilà, donc je suis bien content. C'était le ministre de l'Agriculture, Abien Rifi, qui nous parlait de l'ouverture de la session plénière qui a ouverte ce jeudi. Direction à présent au Cameroun où Anicet Ekan vient de lancer une association pour les malades stigmatisés à cause du Covid-19. Nous ferons également un tour en RDC, là-bas la ville de Goma isolée après une hausse de cas de Covid-19. Et enfin en Amérique latine, de son côté, est en phase de devenir un nouveau foyer de contamination du Covid-19 pendant que l'Inde et le Bangladesh en pleine crise sanitaire sont frappés par le cyclone Amphan. Reportage. Lorsqu'il prend la parole publiquement, d'habitude, c'est pour parler politique. Mais depuis qu'il a guéri du coronavirus, Anissé Ekané n'a de cesse de raconter comment il a fait face à cette maladie qui fait peur au Cameroun et ailleurs. Comme d'autres patients, l'homme politique s'est senti stigmatisé, même à l'hôpital. Les médecins et les infirmiers avaient d'abord pour souci de se protéger. Donc, ils ne s'approchaient pas beaucoup des malades. Bon, on m'a soigné, on m'a fait une injection, etc. Mais ils avaient vraiment un souci, c'était tout au début. Donc, le Covid-19 faisait des morts dans le monde entier. Donc, et c'était compréhensible qu'ils aient peur. Dès qu'on emmène quelqu'un qui tousse un peu, ça posait un problème. L'opposant camerounais va créer une association d'anciens malades comme lui. Il utilise sa notoriété pour prouver que l'on peut guérir du coronavirus et continuer à vivre dans la société. Car de Douala à Dakar, en passant par Libreville et Nairobi, les récits de patients rejetés par leur famille, leurs voisins, expulsés par leurs propriétaires sont nombreux. Au point que certains malades préfèrent se cacher plutôt que de se faire soigner. Une personne qui serait reconnue comme coronavirus positif, mais cette personne-là, malgré elle, devient le vecteur matériel d'une menace et d'un danger qui guette ceux qui peuvent être dans son environnement et confirme ou renforce dans les pensées et l'imaginaire de l'entourage la dangerosité non seulement du corona,
qui est un peu loin et virtuel, mais la dangerosité maintenant qui est au pas de leur porte. Pour le personnel médical, sur le continent, la bataille contre le Covid-19 passe aussi par la lutte contre la stigmatisation, pour que le coronavirus ne soit pas considéré comme une maladie de la honte. La province du Nord Kivu était jusqu'ici plutôt épargnée par le Covid-19. Mais l'annonce de 7 nouveaux cas dans la ville de Goma, ce qui porte le total à 15 cas dans la province, fait craindre aux autorités une flambée de l'épidémie. Parmi ces nouveaux cas, plusieurs ont été infectés localement et l'un d'eux aurait été en contact avec au moins 48 autres personnes, selon les équipes de la riposte. Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouverneur de la province a donc décidé d'isoler la ville de Goma pendant 2 semaines. Un couvre-feu de 20h à 5h du matin a également été mis en place et le port du masque est désormais obligatoire. Si les habitants de Goma se disent soulagés d'avoir échappé à un confinement total de la ville, les mesures annoncées suscitent pourtant quelques interrogations. Écoutez. C'est une mesure responsable, mais moi je pense qu'elle vient très tard parce qu'on aurait dû le faire depuis le début, depuis les premiers cas et l'autorité provinciale aurait décidé de nous faire porter des masques, ça ne coûtait rien. Tunaishi kutondi juru ya kuangaika me wanafunga mamouvement yote wanasuspendre mamouvement yote tunakosa twende wapi tunakosa kama tufanye aye tunakosa kama tutakula namna gani. C'est la deuxième fois depuis le début de l'épidémie que Goma, ville de plus de 2 millions d'habitants, se retrouve ainsi isolée. La mesure devrait permettre aux équipes de la riposte de retracer tous les cas contacts et ainsi d'essayer de casser la chaîne de transmission. Pour faire respecter les nouvelles consignes, des contrôles de police ont été mis en place partout dans la ville. Les contrevenants se verront infliger des amendes allant de 20 000 à 200 000 francs congolais, soit entre 10 et 100 euros. C'est une brigade un peu particulière qui écume les rues de la capitale péruvienne. Ces hommes récupèrent les corps des défunts atteints du Covid-19 à leur domicile. Tous sont des immigrants vénézuéliens arrivés dans le pays il y a quelques mois. Vêtus d'une blouse spéciale, ils désinfectent autant qu'ils peuvent pour endiguer l'épidémie. Une mission à haut risque. Siempre siento temor de contagiar a mi familia cuando llego a mi casa, a mis hijos. Pero más que nada, bueno, hay que afrontarlo, seguir trabajando. 6 jours par semaine, cette brigade récupère les corps dans toute la ville. En moins d'un mois, les nombres de contaminations et de décès ont été multipliés par 3, bien que le pays soit encore confiné. Dans les hôpitaux, le personnel de santé dénonce les pénuries d'équipements. Manque de masques, de médicaments et de places aussi. Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas de ruedas, en una silla normal. Hisopado, ¿no? Que se nos haga el hisopado a todo el personal, que ya más de un mes, ya van a ser 2 meses que no se nos ha realizado nuevamente el hisopado, ¿no? Eso. En dehors de la capitale, d'autres grandes villes sont touchées, mais les regards se tournent vers les villages plus isolés d'Amazonie. Plusieurs centaines de contaminations ont été relevées dans cette région. Sous la force du vent, ce toit en tôle est arraché en quelques secondes. Des rafales à plus de 185 km/h ont soufflé sur les côtes bangladaises, du jamais vu depuis des dizaines d'années dans la région. Des vents violents, mêlés à de fortes pluies, ont poussé 3 millions d'habitants à quitter leur domicile en urgence. Cette famille a trouvé refuge dans une école. Le cyclone Umpun a touché principalement le Bangladesh, mais aussi le nord-est de l'Inde. Au sud de Calcutta, les autorités locales font part de plusieurs villages entièrement détruits. La puissance des vents a déraciné des arbres tombés sur la route et les voitures. Plusieurs lignes à haute tension ont été arrachées. As we speak, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है. Dégager les routes pour permettre aux habitants d'évacuer rapidement. Près de 650 000 personnes sont concernées par l'ordre d'évacuation côté indien. Des opérations encore plus compliquées dans un contexte de pandémie de Covid-19. Bringing them into government shelters is becoming very difficult because of physical distancing that people need to maintain. So we cannot have the government shelters filled up at 100% level. We can only do to a level of 30 to 40%.
Les ONG et les autorités redoutent que le Covid-19 pousse des familles à rester chez elles par peur d'être contaminées dans les refuges. Rappel des titres avant de boucler cette édition. 57 Comoriens qui ont été bloqués à Dubaï sont bien arrivés à Moroni ce jeudi à bord de l'avion Etihad. 3 autres sont restés à Dubaï pour cause. Ils ont été testés positifs du coronavirus. Bien des Comoriens ne prennent plus conscience de la maladie coronavirus. Les forces de l'ordre ont été déployées dans les rues et ruelles de la capitale pour disperser la foule, mais en vain. Respectons les mesures barrières, protégeons-nous contre la maladie coronavirus. Au revoir. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Ndugu zangu, kwa kutoa jizo nuzampi ya uzileho masiwani.